Cas Pratique est la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage d'expériences pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes, d'âge et d'expériences différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients rencontrés au fil des années et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au dispositif très particulier du régime de l'apport-cession et des avantages en termes d'imposition qu'un tel régime peut procurer. Mais ce n'est pas tout. Nous échangerons aussi autour de la prévoyance du chef d'entreprise et des mandats de protection future et mandats à effet posthume. C'est Lucille Giovannini, CGP senior au sein du cabinet depuis maintenant 2 ans, qui va nous partager le cas de cette cliente associée d'une société innovante dans le domaine de la santé, qu'elle suit maintenant depuis plus d'1 an et qui nous a sollicité alors qu'elle venait de réaliser une cession d'une partie des actions de sa société suite à l'entrée d'un fonds d'investissement. Bonjour Lucille. Bonjour Philippe. Alors, quel est ce cas d'aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur pourquoi cette cliente nous a contactés? Oui, tout à fait. Alors cette cliente, elle s'appelle Charlotte et elle est associée donc d'une société, innovante dans le domaine de la santé. C'est une société qu'elle a créée avec, 2 amis à la fin de ses études et puis en fait, elle nous a contactés parce qu'elle venait de réaliser une cession, alors seulement, d'une partie de ses participations, de la société, et cette cession en fait était intervenue, suite à l'entrée d'un fonds d'investissement. Voilà. OK. Et puis, en fait, l'avocat d'affaires qui s'était chargé des opérations donc d'entrée de ce fonds d'investissement lui avait recommandé de constituer une société holding pour réaliser un apport-cession en lui indiquant que ça lui permettait d'optimiser sa fiscalité. Voilà. Et puis, d'un point de vue situation personnelle, donc Charlotte est mariée sous le régime de la séparation de biens. Elle a environ la quarantaine, elle a 2 enfants qui sont encore mineurs. Et puis monsieur, lui, n'est pas du tout dans la même entreprise. Il est salarié dans une entreprise du secteur privé. Voilà. Et puis tous les 2, ils sont propriétaires de leur résidence principale. Et l'essentiel finalement de la valeur de leur patrimoine et surtout du coup du côté de Charlotte, est constitué en fait par sa participation dans l'entreprise qu'elle a créée. Et donc le point de départ en fait du fait qu'elle nous ait sollicité, c'était de s'interroger spécifiquement sur sa situation suite à la cession. Et ouais, effectivement, comme beaucoup Voilà. d'entrepreneurs, souvent c'est l'entreprise qui représente une bonne partie du patrimoine Tout privé. à fait, ouais, tout à fait. Donc tu nous as parlé d'un avocat d'affaires du coup qui lui avait effectivement déjà un petit peu interrogé sur en tout cas sollicité sur ce régime d'apport-cession, mais OK, optimiser la fiscalité. Bon, concrètement, déjà, est-ce que la cliente connaissait ce régime-là? Très mal parce qu'en fait, l'avocat d'affaires intervenait plus particulièrement dans le cadre de l'entreprise. Il n'avait pas spécifiquement pris le temps de lui expliquer. C'était vraiment un mécanisme en plus dont elle n'avait jamais entendu parler. Donc elle avait compris que globalement, il y avait un intérêt en termes de fiscalité, mais les tenants et aboutissants, elle les avait pas du tout appréhendés en fait. Ouais. Je dirais entre guillemets «normal» parce que c'est vrai que c'est quand même des régimes qui sont assez complexes, Ouais. concrètement, et pas forcément audibles, par tout le monde. Alors, Mmh. justement, l'idée là, c'est d'échanger autour de cette notion-là. Est-ce que tu peux nous expliquer surtout en quoi ça consiste, et s'il y a des contraintes? Oui, l'idée déjà, le point de départ, c'est de se dire que, si on fait, basiquement, une cession, tout simplement, de titres, on Mmh. va être soumis à la fiscalité d'une plus-value de cession et par OK. définition, quand on est créateur d'entreprise, forcément, l'idée, c'est que si un fonds d'investissement commence à rentrer, au capital de la société, c'est que la société, elle s'est valorisée. Donc il y a de fortes chances que la plus-value, elle soit assez conséquente. Donc par rapport à ça, il y a un mécanisme qui a été créé depuis longtemps maintenant qui consiste en fait alors sur
la totalité ou une partie, finalement, sur ce qu'on envisage effectivement de céder, on va en fait apporter l'équivalent en titre à une société holding qu'on va créer spécifiquement à cette occasion-là ou qui existe déjà, mais c'est plus rare. Et le fait de faire cet apport, d'un point de vue fiscal, c'est considéré en fait comme une cession. Voilà. Donc, en principe, Ok. ça devrait effectivement déclencher une plus-value à payer. Sauf que il y a justement une solution qui est assez avantageuse, qui consiste à utiliser 60% du produit de la cession. Alors, ce n'est pas la totalité, hein, c'est vraiment 60% du produit de la cession, en le réinvestissant, donc dans une période, dans un temps bien déterminé, puisqu'il faut que ça soit réinvesti dans une période de 2 ans, et en réinvestissant en fait cet équivalent du produit de la cession, soit directement dans une nouvelle activité, donc ça peut être effectivement en investissant directement dans une nouvelle société que va créer pour le coup le cédant, ou Ok. alors dans toute nouvelle activité, enfin dans toute société finalement industrielle, financière, etc., qui va rentrer dans un cadre très spécifique des conditions de l'article 150 OBTR. Alors, D'accord. je ne vais pas détailler toutes les conditions parce que le Code général des impôts est magnifique dans ce Assez cadre-là. épais. Voilà, il nous met effectivement des listes absolument astronomiques de conditions. Mais l'idée, Ok. c'est quoi derrière? C'est qu'il faut, bien sûr, enfin, l'état d'esprit, c'est qu'on réinvestit en faveur de l'économie. Donc, on réinvestit pas effectivement pour son, entre guillemets, pour son patrimoine privé. On investit effectivement dans le secteur de l'économie réelle. Voilà, c'est Ok. vraiment ça l'idée. Ça veut dire par là que, par exemple, les sociétés qui auraient des activités de gestion de leur propre patrimoine mobilier, Ouais, immobilier, ça ne fonctionne pas. Ça serait sont pas C'est éligibles. exclu, Oh, c'est d'accord. exclu. Voilà, Ok. c'est pas éligible puisqu'on considère que ça serait entre guillemets un petit peu trop beau par rapport au fait Eh d'avoir oui. ce report de plus-value de cession. Ok. Donc, si je comprends bien, en fait, voilà, ta cliente avait la possibilité, en ne réinvestissant, entre guillemets, que Ouais. 60% du prix de vente, de ne pas être imposée sur la totalité du prix qu'elle a perçu, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça, puisqu'en l'occurrence, elle avait choisi, elle n'avait pas elle n'avait pas fait un système d'apport-cession global sur la totalité des titres qu'elle voulait D'accord. vendre. Elle avait effectivement constaté d'emblée une cession sur des titres qu'elle a récupérés. Et donc, sur cette partie-là, effectivement, il y a quand même la plus-value de cession à payer. Mais sur l'autre partie, sur ce qu'elle avait apporté à la holding et les titres qui ont été du coup vendus par la suite, Mhm. sur cette partie-là, en réinvestissant effectivement 60% du prix en respectant bien les conditions de ce fameux article 150 OBTR, elle a effectivement un report d'imposition de plus-value. Voilà. Ce qui est quand même très favorable, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le report peut s'étendre assez loin dans le temps. C'est-à-dire que qu'elle respecte bien les conditions et qu'elle ne fait pas d'action spécifique sur sa holding, c'est-à-dire que la holding n'est pas vendue, etc. En attendant, voilà, la plus-value, l'impôt de plus-value n'est pas dû. D'accord. Ok. Très bien, très clair. Donc, du coup, il y avait forcément un petit peu de matière à travailler, hein, d'un point de vue Oui. gestion patrimoniale, organisation patrimoniale, voilà, réponse aux objectifs du client qui ont dû arriver suite à cette session, effectivement. Et tu as dû mettre en place quel type de solution, par exemple? De façon assez classique, on s'est dirigé vers des solutions qu'on a l'habitude, nous, d'utiliser dans le cadre de la gestion de patrimoine par rapport aux sommes qui provenaient de la cession. Donc, en dehors de la holding, on a souscrit un très bon contrat d'assurance vie. On a fait des versements en épargne retraite parce qu'il y avait un intérêt aussi sur la fiscalité.
On a fait aussi des versements en Girardin industriel pour aussi effectivement pouvoir diminuer sa fiscalité sur cette année-là. Et puis après, on s'est intéressé à des solutions pour le coup plus spécifiques par rapport à la holding, puisqu'il fallait trouver des solutions qui nous permettaient, comme on l'a dit précédemment, des solutions qui permettaient de bien d'être éligibles au 150 obétaires. Et dans ce cas-là, comme Charlotte, elle n'avait pas spécialement ni l'envie ni le temps de elle-même aller démarcher telle ou telle société, dans ce cas-là, moi, je lui ai proposé des solutions financières spécifiques, mais dans des thématiques différentes, puisqu'on peut avoir des obligations, du private equity, ça peut même, au-delà du financier, être des choses un peu plus originales comme des actifs forestiers. Donc, il y a une gamme, on a accès quand même à une gamme qui peut être assez large, finalement, en termes de solutions qui rentrent dans ce cadre de solutions éligibles aux 150 obétaires. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir des horizons d'investissement, donc des durées de détention qui peuvent être assez différentes. Ok. Et quoi, par exemple, comme durée pour nos auditeurs un petit peu? Alors, pour vous préciser ce qui pourrait, entre guillemets, être très long, ça va être par exemple le cas des actifs forestiers où là, voilà, on va s'orienter vers une détention au minimum d'une dizaine d'années, ce qui paraît cohérent par rapport à ce type d'actifs. Et à l'inverse, on a des solutions obligataires qui vont être détenues pendant 4-5 ans. Voilà, Ok. on arrive à avoir des choses, du coup, on a un champ des possibles qui est quand même assez intéressant sur ce type de solution. Et puis avec des sous-jacents qui sont différents et qui permettent d'avoir une bonne diversification. Parce que bien sûr, l'idée, c'est que quand on fait un gain de cession, alors d'autant plus sur des titres d'une société qu'on a soi-même effectivement créé, on a plutôt envie d'essayer de, au maximum, conserver ce fameux gain. Et l'idée, Sûr. c'est plutôt de diversifier, de ne pas mettre tout sur la même solution. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement, c'est un adage qui se vérifie tout le temps. Ouais, ok. Tu me Et parlais puis, aussi de solutions juridiques, il me semble. oui, tout à fait. Oui, c'était un point aussi qu'on a évoqué ensemble. Il n'y a pas que le financier, il n'y a pas que les placements. Nous aussi, voilà, on est là aussi pour apporter des solutions juridiques. Et là, en l'occurrence, moi, je vais recommander de consulter son notaire pour mettre en place un mandat de protection future et un mandat à effet posthume. Oula, un instant. Ouais. Ces deux notions voilà, qui effectivement nous rappellent un petit peu nos cours de droit. Ouais. Et du coup, alors, en quoi consistent ces deux mandats? Déjà, qu'est-ce qui les différencie et en quoi ils consistent l'un et l'autre? Alors, ces deux mandats sont pas très connus. Alors, clairement, ils ont été créés il y a quelques années dans le but de désengorger les tribunaux. Voilà, c'est Ok. vraiment l'idée, c'était surtout le premier, le mandat de protection future, c'est vraiment d'avoir une solution alternative aux mesures de protection classiques. Voilà, et d'éviter de se retrouver confronté finalement aux tribunaux et à des situations un peu compliquées. Donc vraiment, ce qui va les différencier tous les deux, ça va être le moment finalement où ils se mettent en place. Donc le premier, le mandat de protection future, il va être activé du vivant de la personne qui le met en place, à partir du moment où on n'est plus en capacité, soit de façon transitoire, soit de façon, on va dire, plus étendue dans le temps, de manière on n'est plus de façon à partir du moment où on n'est plus effectivement en capacité clairement de gérer complètement soit le quotidien, soit les décisions importantes. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le premier mandat. Et le deuxième mandat, lui, il intervient à un moment qui est complètement différent, puisque le deuxième mandat de protection posthume, voilà, comme son nom l'appelle, intervient à partir du moment où le mandant est décédé.
Et là, l'idée, c'est d'intervenir, de mettre en place quelque chose. Alors, seulement s'il y a un intérêt légitime et sérieux, c'est ce que prévoit la loi, Mmh. soit concernant les héritiers, qui peuvent, par exemple, être soit une personne vulnérable, soit des mineurs, OK. soit un intérêt légitime et sérieux qui concerne une complexité par rapport au patrimoine. Donc clairement, c'est le cas d'une entreprise. Voilà, une entreprise, c'est pas un élément du patrimoine qui est simple. C'est Eh oui. plutôt, voilà, quelque chose de complexe qui, demande en fait, voilà, des capacités un peu particulières et tout l'intérêt de ce type du mandat effet posthume, c'est d'aller, comment dire? Organiser, heu, ce qui va se passer pendant le règlement de la succession. Voilà, qui va prendre les OK. décisions? Ouais, ouais. C'est, Voilà, pendant cette période. c'est vrai que c'est super important, heu, parce qu'on a souvent l'habitude de dire qu'un chef d'entreprise a l'impression d'être «immortel» Ouais, entre guillemets, mais en fait, bah, non, c'est un humain comme, tout le monde tout à et fait. c'est vrai que toutes les problématiques qu'on pourrait appeler de prévoyance, patrimoniale sont Oui, extrêmement importantes, à mettre en avant, du oui, coup, parce qu'anticiper le cas, bah, typiquement où on n'a plus toute sa tête avec le mandat de protection future, enfin je caricature un peu, puis surtout si jamais, on a malheureusement un décès un peu oui, prématuré, des oui, jeunes oui. enfants et cetera, enfin ça peut vite être quand même la Ou bonne ou galère, quoi. oui, Donc oui et puis d'autant plus, là, par exemple, en l'occurrence, dans le cas de Charlotte, son mari, ne travaille pas du tout avec elle. Alors lui, il est «incapable» entre guillemets, oui, de prendre sa place, au sein de l'entreprise. Et on est vraiment typiquement sur des cas où, bah, pendant, une période de règlement de succession qui là, en plus, peut s'éterniser parce que c'est compliqué, compte tenu du voilà, du contexte, de la bien sûr. valorisation de l'entreprise et cetera. Et ben, il faut quelqu'un qui soit en mesure de, vraiment de voilà, de prendre les bonnes décisions par rapport à l'entreprise. Mmh mh. Ouais, très, très, très important. Merci du coup Lucille pour ces 2 éclaircissements, Pas de enfin souci. ces 2 points, très spécifiques. Sur ce dossier-là, est-ce qu'il y avait autre chose, dont tu souhaites, nous faire part? Oui, ce qui était intéressant aussi là, en l'occurrence, par rapport au cas de Charlotte, c'est qu'au départ, on avait, bah, identifié, des problématiques donc fiscales notamment, enfin, par rapport à cette cession et cetera. Mais, on a pu, déceler un accompagnement nécessaire en matière de prévoyance. Parce qu'en OK. l'occurrence, comme je disais tout à l'heure, bah, cette fameuse société qu'elle a créée, bah, représente l'essentiel de la valeur de son patrimoine, et on a décelé quand même une difficulté en cas de décès par rapport à la société puisque, bah, chacun, des associés là, en l'occurrence, n'aurait, pas les moyens de racheter la participation de l'associé décédé. Et on se retrouve là dans des situations où on peut avoir un risque de blocage ou alors de dilution même des participations des associés, Oui. au profit par exemple du fonds d'investissement qui aurait, plus de moyens par Mmh. définition. Bien sûr. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment un sujet qu'on a soulevé et puis d'autres difficultés aussi plus concrètes, bah, c'est tout simplement, la difficulté du règlement des droits de succession pour les enfants de Charlotte. Mmh mh. Qui, effectivement pourraient être, voilà, bien embêtés si toutefois les titres de la société, par exemple, ne pouvaient pas être, rachetés. En l'occurrence, faudrait bien payer les droits de succession. OK. Voilà et donc par rapport à ça, on a travaillé effectivement sur ce sujet et on a, pu mettre en place ce qu'on appelle une assurance croisée associée. Donc c'est quelque chose d'un petit peu technique en termes d'assurance, mais qui permet en fait à chacun des associés personnes physiques, d'être, couverts par une assurance en cas de décès avec un capital qui est versé aux autres associés, qui leur permettent de racheter, les participations de celui qui est décédé. Ouais, ça c'est vrai, tout à l'heure, on avait parlé du mandat de protection future, du mandat à effet posthume. On avait effectivement, une solution un petit peu juridique, au problème de gestion, de l'entreprise.
Là, on a un autre problème en cas de décès, entre guillemets, c'est un problème de gestion financière, Oui, tout à fait, oui. couverture Oui. du risque, Mmh. du Mmh. risque de droit de succession, du risque de pouvoir racheter les parts. Ça, c'est vrai. Alors, nous, c'est des sujets qui nous touchent particulièrement au sein du cabinet. Voilà, parce que, enfin, pas parce que, mais on a développé, entre guillemets, tout un pôle prévoyance, parce qu'on considère Mmh. effectivement qu'une bonne approche en gestion de patrimoine, c'est avoir vraiment une approche, alors je vais utiliser un terme un peu galvaudé, mais à 360 degrés, qui traite effectivement l'aspect juridique, l'aspect financier, l'aspect fiscal, etc., mais qui traite aussi l'aspect prévoyance, anticiper Mmh. un risque. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment le risque d'essai. De décès, Euh, c'est ça. voilà, donc quand on a une approche globale, quand on dit avoir une approche globale pour le compte de nos clients, bah, c'est aussi couvrir un risque. Et ce risque, c'est vraiment le risque d'essai et toutes ces conséquences que ça peut entraîner. Euh, Par rapport à ça, il y a les pactes d'associés aussi qui peuvent régler quand même certains aspects, non? Oui, tout à fait. Alors encore faut-il que le pacte d'associés existe Certes. et et c'est un point de Ouais. départ et parfois voilà, il s'avère que dans certaines sociétés, parfois il n'y en a pas Mhm. et parfois ils sont même, quand ils existent, parfois ils sont insuffisants. Alors on peut se demander, bah, finalement, enfin tout le monde ne connaît pas les pactes d'associés. Qu'est-ce que c'est un pacte d'associés? Bah, c'est tout simplement, un 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 document qui est signé, hein, de façon confidentielle par, certains associés ou la totalité des associés et qui, va permettre de se mettre d'accord à l'avance sur les mouvements futurs, de titres au sein de la société. Voilà et c'est vraiment, des documents qui sont, des actes qui sont très, très importants pour la vie de l'entreprise, et ces actes-là, effectivement, peuvent prévoir, notamment des clauses d'agrément, des clauses de préemption, tout ce qui peut faire voilà, qui est, qu'on prévoit, ce qu'on parlait, voilà, tu insistais sur le fait que la prévoyance est importante. Bah, là, le pacte d'associés, c'est la prévoyance de l'entreprise d'un point de vue juridique. Mais encore faut-il effectivement que ce pacte d'associés, il existe et qu'il remplisse bien, sa mission. C'est-à-dire que voilà, il était, bien bien rédigé pour, couvrir un maximum de cas. Ok. Cool. Effectivement. C'est une petite prévoyance juridique supplémentaire. Tu as tout à fait bien Voilà, résumé. mais il ne sera aussi efficace que, si, voilà, que s'il y a le côté financier qui suit et c'est vraiment aussi là tout l'intérêt de ce contrat, de cette assurance, croisée associée qui permet de faire aussi le complément juridique, enfin le complément financier, nécessaire au juridique. C'est un cumul de tout, en fait. C'est un cumul, oui, Mm, mm. Ok. exactement, exactement. Top. Bah, écoute, merci pour ton partage d'expérience sur ce dossier. On touche bientôt à la fin de cet épisode. Si tu devais faire une conclusion, une petite phrase de conclusion, tu dirais quoi? Bah, on se rend compte que souvent, on est parfois étonné, quand on rencontre comme ça des chefs d'entreprise. On s'imagine que, voilà, ils sont très, comment dire? Très, très au fait de tous les sujets qui les concernent et en Mhm. fait, très souvent, bah, on se rend compte voilà, en commençant par, traiter, un point, et bah, de fil en aiguille, on va, effectivement déceler, pas mal de lacunes, puisque voilà, très, très souvent, bah, ces chefs d'entreprise, ils sont, très, très impliqués et très concernés par leur activité, mais bien moins par, justement, bah, ces questions patrimoniales, qui n'ont jamais finalement pris le temps de traiter. Ok. C'est vrai que c'est un petit peu notre rôle aussi, entre guillemets, de chef d'orchestre patrimonial, parce que euh, au final, il y a des questions juridiques, il y a des questions fiscales, il pourrait y avoir des questions comptables qui viennent derrière. Donc, notre rôle de chef d'orchestre patrimonial, c'est aussi de travailler main dans la main en interprofessionnalité avec notaire, expert comptable, avocat fiscaliste, hein, parce qu'au final, Oui, aussi, ce hein. dossier-là, il Oui. vient de là, hein, à la base, pour voir comment on peut, entre guillemets, euh, traiter toutes ces problématiques et de répondre aux objectifs de prévoyance, de couverture, de gestion financière, de prévention, hein, tout simplement, Mmh. du chef d'entreprise et du chef d'entreprise, et puis de l'entreprise aussi, hein, parce que il y a Oui. d'autres aspects
qu'on n'a pas traitées ici, mais c'est vrai que quand tu as des salariés, des choses comme ça peut être d'autres problématiques derrière, si Ouais, jamais tout à fait, il y a un tout à pépin fait. sur le chef d'entreprise. OK. Eh ben, merci Lucile. Ouais, nous sommes au bout de cet épisode. Tu voulais rajouter quelque chose du coup? Oui, non, mais c'est voilà, il faut se dire que c'est aussi un enjeu dans les années à venir, puisque voilà, les chefs d'entreprise, on a aussi toute une génération qui va partir à la retraite et voilà, toutes ces questions-là, d'organisation aussi, de la transmission, de Ouais. qu'est-ce qui se passe si du jour au lendemain, le chef d'entreprise n'est plus là, c'est des questions qui touchent en définitive énormément de dirigeants. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, une petite statistique par rapport à ça. Aujourd'hui, on considère, enfin, en 2021, en tout cas, il y avait plus de 900 000 dirigeants qui avaient plus de 60 ans. Donc effectivement, quand on a ces problématiques de Ouais, transmission, et cetera, c'est des vrais sujets. Tu as tout à fait, ouais, tout à fait. Voilà, on a encore voilà, beaucoup de travail devant nous. Exactement. Eh ben, Merci. super. Merci à toi. On est au bout de cet épisode. Effectivement, on aura parlé du coup d'un cas réel et puis vraiment de nombreuses notions techniques. L'apport cession, le mandat effet posthume, le mandat de protection future, les assurances croisées associées et même les packs d'associés. Pas mal de notions qu'on a traitées plus ou moins en profondeur, d'autres un peu plus légèrement, mais c'est des sujets vraiment particulièrement intéressants, importants. Effectivement, on le disait, sur lequel il y a des vraies transmissions d'entreprises qui vont arriver dans les prochaines années. Donc, on fera d'autres épisodes sur ces thématiques-là pour creuser un petit peu plus en profondeur ces notions-là. Cas pratique, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un point commun avec votre situation? Envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial? La team de Bonjour Patrimoine est disponible pour discuter, alors n'attendez pas. Nos cas pratiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous avez accordé une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un gendre à qui vous voulez du bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Cet épisode a été mis en forme par Chloé, marketeuse hors pair et jeune investisseuse. À très vite pour un autre cas pratique.